Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. America's problem is us. We're her problem. The only reason she has a problem is she doesn't want us here. And every time you look at yourself, be you black, brown, red, or yellow, a so-called Negro, you represent a person who poses such a serious problem for America because you're not wanted. Once you face this as a fact, then you can start plotting a course that will make you appear intelligent instead of unintelligent. Depuis que Malcolm X est mort assassiné en 1965, les seules personnes à tenter de maintenir sa pensée vivante, ce sont ses proches, amis et militants. Ils ont notamment créé la fondation Brother Malcolm pour que sa pensée continue d'être diffusée et puis surtout que les jeunes profitent de tout ce que Malcolm X a dit et qui est un trésor pour comprendre le racisme. Preston Wilcox, le militant, est un de ceux qui ont fait un travail de fourmi pendant des années pour réunir les archives, toutes les traces de la pensée de Malcolm X et imposer que les lieux qui racontent l'histoire de Malcolm X ne soient pas effacés de l'histoire par les Blancs et par la nation de l'islam. Et en ce début des années 90, 1993, il se passe une chose assez incroyable. Spike Lee produit une biographie de Malcolm X qui sort Le leader de l'ombre. Ça crée un vrai engouement, la jeunesse découvre le leader et c'est une quasi-renaissance de la figure de Malcolm X dont on ne parlait finalement plus tellement. Soudain, on parle de Malcolm X à la télévision, au cinéma, dans la presse, il y a des archives qui circulent, des tas de livres sont publiés, mais pas que, les jeunes aussi portent le t-shirt avec un grand X, les rappeurs chantent Malcolm et la Révolution, c'est vraiment un bouillonnement. Et la France, elle n'échappe pas à ça, elle qui aime chez les Noirs américains tout ce qu'elle déteste chez les Noirs français, elle va laisser ce film être diffusé sur les écrans de cinéma, et puis elle va traiter Spike Lee avec beaucoup d'égards. Mais ça ne se passe pas non plus dans n'importe quel contexte, on est au tout début de la mode noire sur laquelle je reviendrai en fin d'épisode. Mais il y a surtout que le film de Spike Lee véhicule des idées qui plaisent au pouvoir blanc. Dans ce film, le délinquant devient militant raciste anti-blanc, puis ensuite rentre dans le droit chemin et quasiment ne voit plus les couleurs. Alors même que ses proches l'attestent, certaines scènes sont improbables, comme la scène où Malcolm rejette une jeune blanche qui veut aider. Et puis il y a une autre scène par contre qui est zappée, celle où Malcolm X explique à Betty Shabazz l'importance de l'interdit de la consommation du porc chez les musulmans. Donc on va dire que le film est romancé. Mais en tout cas, voilà, cette sortie en France, elle crée aussi un petit bouillonnement. La même année, une traduction de l'autobiographie de Malcolm X est publiée en France. Également un recueil de discours en CD dont est extrait l'audio que vous avez entendu en intro. Et puis, Fodé Silla, qui est le successeur de Harlem Désir à la tête de SOS Racisme, qui quand même politiquement représente tout ce que Malcolm X a combattu, eh bien Fodé Silla va publier un livre intitulé « Qui a peur de Malcolm X ?», un recueil de textes qui, incroyable, se termine par un chapitre sur les vertus d'SOS Racisme. Donc c'est n'importe quoi. Le jour de sa sortie, début 93, c'est le film qui va faire le plus d'entrées à Paris, alors que c'est un film qui dure quand même 3h20. La version originale ne marche pas des masses, les gens vont voir la version française, et c'est ce qui prouve que c'est un public populaire qui se déplace pour voir ce film. Les gens sont venus en Île-de-France de Bondy, de Pantin, de Comble-la-Ville, Colombes, Argenteuil, Villeneuve-la-Garenne. Parmi ces spectateurs, beaucoup ne savent pas vraiment qui est Malcolm X, mais à cause de l'identification qui se joue avec cet homme noir en lutte dont tout le monde parle, ils viennent apprendre son histoire. Et le film commence par les images du tabassage de Rodney King, image que tout le monde a vue, ce tabassage pour lequel les policiers ont été acquittés récemment. Acquittement qui a créé des émeutes. Et nous ici, on connaît les émeutes, ça nous parle. Donc ce sont toutes ces choses qui se relient autour de ce film. Alors justement, quelle est l'histoire de ce film ? Eh bien au début, c'est James Baldwin qui, après la mort de Malcolm X, espérait adapter l'autobiographie au théâtre, puis au cinéma. Seulement, il découvre Hollywood, ce monde complètement décadent, et il déchante. Hollywood, à l'époque, ça l'intéresse parce que
Ils sont dans une phase où ils jouent la démocratie à l'écran avec des films qui mettent en avant de grandes figures à la fin des années 60. Par exemple, ils cherchent à raconter l'histoire du Che en film. Ils choisissent l'acteur Omar Sharif et le résultat donne un nanar orientaliste qui travestit complètement l'histoire. Et dedans, Fidel Castro est un cliché ridicule. Donc voilà, avec ça on a Netflix avant l'heure qui désinforme en faisant des films biographiques et des soi-disant reconstitutions pour nous désinformer sur l'histoire. Donc Baldwin, quand il découvre ce qu'est Hollywood, il ne veut pas trahir Malcolm X comme le Che a été trahi. Donc il est très prudent. En tant que scénariste, il marche sur un fil. D'autant que le studio lui a écrit, en lui mettant par écrit que le scénariste doit être averti que la tragédie de la vie de Malcolm résidait dans le fait qu'il fut très tôt maltraité par quelques blancs et plus tard trahi par un très grand nombre de noirs. Et autre chose, le scénariste devait également éviter de suggérer que le voyage de Malcolm à la Mecque ait pu avoir la moindre implication ou répercussion politique. Voilà l'histoire que Hollywood voulait raconter sur Malcolm X. Donc James Baldwin, il va essayer de la jouer finement en utilisant le langage des images pour contourner ses demandes, mais à chaque fois ça échoue. C'est systématiquement retoqué par les studios. Donc au final, il baisse les bras et il publie lui-même son scénario sous le titre « One Day When I Was Lost ». Il paraît que ce livre est sublime. À ma connaissance, il n'a pas été traduit en français, mais en revanche, une partie de ce sur quoi Baldwin a travaillé appartient toujours au studio. C'est ensuite le réalisateur Sidney Lumet, qui avait réalisé l'important 12 hommes en colère, qui s'associe à David Mamet et ils envisagent de recruter Richard Pryor pour jouer Malcolm X. Richard Pryor, c'était le comique le plus talentueux, le plus prometteur de son époque, celui qui a presque inventé ce qu'est devenu le stand-up. Leur scénario va évoluer jusqu'à faire de Alex Haley, le journaliste qui a écrit l'autobiographie, le héros du film. Donc il va y avoir encore beaucoup de péripéties jusqu'à ce que Spike Lee s'empare de ce scénario et avant la sortie, il effacera le nom de James Baldwin du scénario à la demande des ayants droit de Baldwin qui considèrent que c'est un film à l'opposé de la vision de l'autobiographie et à l'opposé de la vision de Baldwin. Et ils ne veulent surtout pas que le nom de l'écrivain soit associé à ça. C'est avec ce film-là que Spike Lee veut enseigner à ses concitoyens qui était le leader noir. Le Malcolm X de Spike Lee, avec cette fameuse scène des militants de la Nation de l'Islam qui, sous le commandement de Malcolm X, se massent devant un commissariat et obtiennent la libération d'un des leurs. Une scène qui, je pense, a inspiré beaucoup de militants qui croient qu'il suffit de faire le coup de pression devant un commissariat pour changer le cours des choses. Parce que c'est un peu ça, le film de Spike Lee, c'est de l'esthétique des luttes. Politiquement, on n'en retient pas grand-chose. D'ailleurs, c'est toujours le cas avec les histoires qui focalisent sur les héros. On s'intéresse à la personne pour éluder l'important qui est la lutte, la cause, son contenu, ses buts, ses moyens. Et les proches de Malcolm X ont pressenti la désinformation qui serait à l'œuvre dans ce film et dès 1990, ils organisent une grande conférence à New York à laquelle assistent 3000 personnes venues de 25 pays. La conférence s'intitule « Malcolm X, tradition radicale et héritage de lutte » et une centaine d'intervenants vont animer les 24 sessions du 1er au 4 novembre. Voilà ce que déclarait le professeur Abdul Al-Kalimat, qui est un grand spécialiste de Malcolm X, à propos du film. Il écrivait « Nous sommes au milieu d'un spectacle qui reflète le grand dilemme américain de la race et du pouvoir, un événement public qui concentre une discussion sur l'expérience des Noirs aux États-Unis. Le film de Spike Lee et Denzel Washington sur Malcolm X suscite l'espoir d'une discussion sérieuse sur la race, la religion et le radicalisme. La plupart des voix des médias ont été exaltées et la plupart des critiques du grand public considèrent ce film comme un signal de réussite. Je ne pense pas que ce soit le cas. Fondamentalement, ce film de Spike Lee est un exercice réductionniste dans l'intégration de Malcolm X. Il pourrait obtenir un 19 sur 20 en marketing, même si Spike Lee semble accepter le leadership de Madonna dans ce domaine, mais sur mon échelle de notation, il obtient un 5 sur 20 en idéologie politique et un 8 sur 20 en histoire. Ce film raconte une histoire qui tourne autour des deux axes de la race et de la religion, mais dans chaque cas, il y a une déradicalisation. Donc dans les mots du professeur Abdul Al-Kalimat, on voit qu'il ne suffit pas de parler d'un événement historique ou d'une figure politique pour que ça fasse avancer la cause et reculer le racisme. Si c'est pour désinformer, c'est encore pire que de ne pas en parler. En tout cas, dans ce cas précis, le film de Spike Lee
Tous les militants, tous les chercheurs spécialistes de la pensée de Malcolm X ont été mis de côté et la machine hollywoodienne a fait ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire du lavage de cerveau. Et donc quand on sort du film, on a passé un moment très agréable, mais on est éventuellement bêtement anti-blanc, ou alors on s'habille comme Malcolm X pour faire de l'esthétique, et puis le message, quel est-il ? Ça nous dit qu'un bon sujet colonial, c'est le Malcolm X de la fin qui ne voit plus les couleurs, et un mauvais sujet colonial, c'est celui du début, le délinquant et le militant. Autre élément qui nous raconte aussi la période, le mois suivant, NTM sort son deuxième album. NTM, c'est donc un groupe dont le nom veut dire « Nique ta mère » et qui nous est vendu comme la nouvelle idole des jeunes. Il est composé de DJ S, Joey Starr et Cool Chain qui étaient passionnés de hip-hop, qui ont commencé par le breakdance, c'était leur point fort, et puis le graffiti aussi. Ils ne sont venus au rap que dans un deuxième temps et ont été repérés par l'industrie musicale qui leur a mis le pied à l'étrier. En 1990, ils ont sorti un maxi Le Monde de Demain. Un an plus tard, en 91, Authentique, leur premier album. Et dès début 92, ils remplissent le Zénith de Paris. En 93, ils sortent J'appuie sur la gâchette, qui n'est pas un succès commercial, qui fera un peu scandale. Et l'album est aussi le nom d'un des titres qui raconte les étapes qui mènent un homme au suicide. C'est la chronique urbaine très sombre. Avec le recul, on dirait du blues des quartiers comme l'industrie aime bien et les aime bien quand on chante des chansons tristes alors que c'est pas trop dans notre culture de parler de souffrance comme ça, ouvertement. En tout cas, NTM, il reste des artistes. Eux, ce qu'ils font, c'est du divertissement. Ce sont des jeunes, ils veulent s'amuser, ils aiment la musique plus que tout. Et les médias vont parfois leur donner le rôle de porte-parole qu'ils ne méritent pas, qu'ils n'ont même pas demandé parce qu'ils ne représentent ni la jeunesse ni les banlieues. Et la politique n'est pas leur domaine de compétence. Non, en fait, le journaliste, il donne toujours l'impression qu'il a compris, mais bon, faut voir comment il le traduit sur le papier, quoi. C'est surtout ça. Hein. En général, c'est les gens qui veulent parler musique qui sont les plus intéressants, quoi. Ceux qui veulent retaper dans le cliché, les bandes, machin, c'est sûr, ils écrivent toujours des trucs relous, quoi. Ils ont rien à raconter, puis bon, il faut corser un peu pour que ça vende, quoi. Donc, mais bon, je veux dire, les gens qui sont branchés musique ont vraiment envie de... C'est-à-dire qu'ils nous posent des questions sur nos paroles, sur la musique, sur machin, je veux dire, c'est peut-être les fois où on est les plus intéressants, quoi, tu vois. Il y en a eu combien ? Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. Joey Starr, lui, c'est quelqu'un qui aspire à s'amuser. L'industrie, elle lui a fait jouer ce rôle comme un comédien. Ils ont chanté ces textes très travaillés, très outranciers, qui justifient l'émeute et la révolte, et vont parfois passer pour des porte-paroles, être intronisés comme d'autres rappeurs, porte-parole des quartiers ou de la jeunesse immigrée, sans être capables de développer un discours construit sur les raisons de l'émeute ou de la colère. Eux glamourisent le feu en chanson pour l'énergie que ça dégage, sauf que quand ils font tout ça et qu'on les propulse porte-parole, c'est dans une atmosphère qui est assez semblable à celle d'aujourd'hui, où dans les médias et en politique, on parle d'immigration, d'insécurité, pourquoi ils n'aiment pas la France, c'est quoi cet islam et leur culture. Et donc tous ces ingrédients mis ensemble font que la perception de la dangerosité de la jeunesse et des banlieues, elle est gonflée. Et en mars 93, la droite gagne aux législatives. C'est interprété comme une sanction de la gauche et de son laxisme vis-à-vis des banlieues et de l'immigration. Un nouveau gouvernement est formé pour une cohabitation, c'est le gouvernement Balladur. C'est Simone Veil qui aura la charge du ministère de la Ville avec la politique de la ville et Charles Pasqua revient à l'intérieur. Peu après survient la mort de Makome Mbowole. Paix à son âme, un adolescent de 17 ans qui meurt dans un commissariat du 18e à Paris. Il est tué à bout portant d'une balle dans la tête par un inspecteur qui raconte qu'il voulait l'intimider et qu'il aurait oublié que l'arme était chargée. Il y a surtout que son acte rend visible des pratiques qui sont communes dans les commissariats, qui relèvent de la torture et que tout le monde dans les banlieues connaît. La preuve que c'est commun, c'est que les collègues présents, pensant que l'arme était déchargée, n'ont pas réagi. Alors que c'est de la torture, parce que le gardé à vue, il ne sait pas que l'arme est vide. Vu les conditions dans lesquelles ça se passe, Makome était menotté, les policiers ne peuvent pas invoquer la légitime défense. Alors comme pour la CSI 93 aujourd'hui, ils vont faire sauter un fusible pour empêcher que le système soit attaqué dans son ensemble. Donc les policiers vont lâcher leur collègue, qui sera condamné en 96 à 8 ans de prison pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À l'époque, c'était la condamnation la plus lourde infligée à un policier. Le commissaire, lui, sera suspendu de ses fonctions pendant 4 mois. La bavure d'hier soir prend d'autant plus de relief qu'une interpellation musclée a eu lieu dans la banlieue lilloise ce matin et s'est terminée par une blessure grave, par balle, reçue par un délinquant de 18 ans. Sur ces incidents de police, le point avec Agnès Varamian.
Incident de police, selon les termes de l'administration, incident qui a tué d'une balle dans la tête Makomé, jeune Zaïrois de 17 ans. Pour la famille, la bavure ne fait pas de doute. Question défense, il avait des menottes, il avait des cracas. Il n'avait même pas de ceinture, même pas de chaussures, rien dans ses poches. Rien pour se défendre. Il avait voulu le tuer, c'est tout. La nuit dernière, autre bavure à Ouattrolo dans le nord. Des policiers s'interposent pour mettre fin à une course-poursuite de voitures. 2 jeunes sont interpellés alors qu'un inspecteur tente de rattraper Rachid, 17 ans, qui s'enfuit. Circonstance encore peu éclaircie, le policier a tiré, blessant gravement à la tête le jeune garçon. Ce soir, Rachid lutte toujours contre la mort à l'hôpital. Son état est jugé critique. 3 incidents en 4 jours, une véritable série. Le week-end dernier à Chambéry, Éric Simonté, 18 ans et demi, a lui aussi pris une balle dans la tête. Il en est mort. Le drame a eu lieu lors de son interpellation pour vol de pneus sur une voiture. Le policier en cause a expliqué que le jeune homme lui avait donné un coup de coude pour se dégager alors qu'il lui passait les menottes. Libre, mais placé sous contrôle judiciaire, le policier est mis en examen pour homicide volontaire. Évidemment, à la mort de Makomé, le 6 avril 1993, 3 jours d'émeute éclatent en France. Et fin avril, Charles Pasqua fait un discours complètement halluciné sur l'insécurité. Il parle des émeutes, mais pour lui, ça n'a alors strictement rien à voir avec les crimes policiers. Il les présente comme des problèmes faisant partie d'un ensemble qui relie trafic de drogue, immigration clandestine, violence urbaine. Pour lui, tout ça est lié. Il exploite aussi un fait divers, un libraire de la Courneuve qui est décédé courant avril attaqué par 2 camés. Pasqua en fait un martyr, parce que le petit blanc tué par les sauvages, c'est la structure classique du discours sur la légitime défense. Et puis Pasqua dépeint des quartiers qui vivent du trafic de drogue, de l'économie souterraine. Le dealer devient le nouveau leader des quartiers, selon lui. Tout ça pourquoi ? Pour que le contrôle sur les non-blancs se resserre. Le gouvernement va modifier la loi Pasqua sur les contrôles d'identité de 87. Pasqua veut donner plus de moyens à la police et il met en place ce dont on ne s'est donc toujours pas débarrassé à ce jour, les contrôles préventifs qui facilitent les contrôles aux faciès. Et donc pendant que d'un côté Simone Veil avance des principes assez nobles sur l'amélioration des banlieues, ce qui est mignon, Pasqua, de son côté, il met en place l'élément clé qui est la source du problème entre État et population des quartiers, et qui, en bout de chaîne, conduit aux morts et aux émeutes. Ces contrôles se font aussi sous l'autorité du procureur de la République dans des lieux déterminés à des horaires déterminés, les fameuses réquisitions, et c'est une modification qui légalise les pratiques discrétionnaires de la police, c'est-à-dire qui donne plus de marge de manœuvre et moins de comptes à rendre. Donc, Pasqua n'est pas dans la rupture et il resserre. Au final, entre 1980 et 1993, il y aura eu 4 lois sur les contrôles d'identité. Des contrôles qui ont toujours eu la même fonction depuis le début de la présence non blanche, c'est d'attenter aux libertés des hommes non blancs. 1981, loi sécurité et liberté d'Alain Perfit. Un cadre juridique est imposé au contrôle d'identité qui relevait auparavant de textes anciens et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Et le projet de Pierrefitte distinguait les contrôles de police judiciaire dans le cadre de recherche judiciaire et les contrôles de police administrative pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. 83, 2 ans plus tard, là, dans le Code de procédure pénale, les pouvoirs d'intervention des policiers sont très légèrement réduits et il est exigé que, en matière de police administrative, les contrôles préventifs aient lieu dans des lieux déterminés où la sûreté des personnes et des biens se trouvait immédiatement menacée. 86, 3 ans plus tard, la droite revient au pouvoir et décide de modifier le texte sur les contrôles d'identité pour assouplir les obligations imposées aux policiers. Et revient mot pour mot au texte de la loi Sécurité et Liberté de Perfit. Et quand ils reviennent au pouvoir en 88, les socialistes ne changent pas ce texte. Et puis donc, 93, cette loi Pasqua. En plus de ça, à cause de tous les débats sur l'immigration comme un problème et l'amour de la France que les jeunes de l'immigration devraient avoir, le code de la nationalité est réformé. Donc les jeunes étrangers nés en France doivent demander entre 16 et 21 ans la nationalité française. Et les démarches administratives pour le faire sont très complexes. Donc on voit que liberté-égalité, c'est de la bouffonnerie parce que c'est une procédure qui rompt l'égalité en créant 2 catégories de jeunes. Ceux qui gagnent la nationalité sans rien et ceux qui doivent la mendier. C'est mis en place en 93 et ça restera jusqu'en 98 avec les dégâts qu'on imagine.
La loi, à ce moment-là, elle va complexifier tous les critères d'accès à la nationalité. Elle va rendre plus difficile les démarches de régularisation. Le droit du sol revient. Tout ça pour limiter les chances de voir les démarches aboutir et atteindre l'immigration zéro, qui est une absurdité, parce que la France, avec une immigration zéro, elle s'effondre. Simone Veil organisera son premier débat parlementaire sur la politique de la ville. Donc elle annonce qu'elle veut simplifier les procédures, augmenter la présence de l'État et la participation des acteurs de terrain. C'est Édouard Balladur, le Premier ministre, qui introduit les débats. Alors il explique ce qui, pour lui, est la source du problème dans les banlieues. La surpopulation, la dégradation de l'habitat, le chômage, ce qu'il appelle la coexistence de communautés aux traditions différentes, l'échec scolaire, le chômage et l'insécurité. Et il utilise l'expression « zone de non-droit » pour justifier plus de présence policière. À ma connaissance, c'est la première fois que ce terme est utilisé. En tout cas, avec cette vision raciste, culturaliste, il renverse complètement les responsabilités. Donc là, le gouvernement met 7 milliards et il annonce que l'État ne va pas se limiter à soutenir des actions locales. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est décidé en haut, appliqué en bas. Et donc l'État cherche des opérateurs, des acteurs locaux qui mettent en place la politique de l'État sur ces territoires. L'État veut aussi mieux suivre la manière dont l'argent est employé, donc pour ça ils vont installer un protocole unique d'engagement entre l'État et les collectivités locales, et puis comme toujours, renforcement de la présence policière. Ça c'est vraiment la constante. Et il n'y a pas de rupture entre ce que faisaient les socialistes avant et ces nouvelles orientations. Simone Veil vient derrière en appelant à ne pas stigmatiser les étrangers ou les jeunes, mais bon, c'est un peu perdu d'avance. En tout cas, avec ces fonds lâchés en 1993, l'État va créer des équipements sportifs, culturels, des services publics de proximité, des espaces publics, des lignes de transport, des maisons de justice. Voilà, c'est aussi ça, plus d'État. Et puis finalement, le changement de l'année 93, c'est le début de la mode noire. Parce qu'en ce début d'année 90, le racisme anti-noir français, il est violent, il est sourd, il n'est pas démonstratif, c'est pas une relation de haine passionnelle comme avec les Arabes, mais il consiste à poser sur tout noir le mépris paternaliste que la société a envers les Africains et les Afro-descendants. On le reconnaît à des attitudes, de petites phrases et puis surtout des manquements et parfois une vie arrachée bruyamment comme dans le cas de Makome Mbowole. Avec des nuances, en Île-de-France, la présence noire elle est ancienne, visible, organisée au moins économiquement, ce qui est moins le cas dans le reste du pays, mais dans l'ensemble, ça reste une population au moins masculine gérée comme une menace dans l'espace public. Et dans tous les autres domaines, noirs, hommes et femmes sont traités comme des sous-humains. C'est un racisme au fondement biologique. La France, elle voit les noirs comme inférieurs par nature. Et le tournant, il est déclenché par l'irruption des cultures noires américaines comme culture urbaine qui relie le ghetto à la banlieue et qui vont faire apparaître des figures noires, d'abord américaines puis françaises, sur le même modèle. Ça, on peut le dater, c'est un phénomène qui apparaît entre 92 et 95. Le sportif, avec l'apparition des basketteurs de la NBA, le Monde écrit d'ailleurs à cette époque que Michael Jordan, le basketteur, est celui à qui la génération rap veut ressembler. Et puis, les succès de ce joueur exceptionnel et le fait que les matchs de la NBA soient diffusés sur le câble font que le basket est très pratiqué dans la rue et dans les clubs. Il y a un engouement, et cet engouement est même exploité économiquement par les vendeurs de chaussures de sport et de vêtements streetwear. Tout ça se mélange harmonieusement avec la culture urbaine naissante, avec le chanteur, le rappeur, dont Ice Cube, Snoop Doggy Dogg, Ice-T, N.W.A. et Public Enemy sont les plus montrés. Et la société française, elle voit le noir américain comme une minorité positive, et donc les indigènes qui sont en mal de reconnaissance vont suivre ces modèles pour exister dans la société. Sauf que nous, on n'est pas des Américains, on est des Africains. Donc ça fait naître artificiellement la mode du rap, que la France a inscrit dans la tradition de la chanson de protestation, ce qui n'est pas ni là-bas ni ici, c'est une industrie de divertissement naissante, avec des artistes ou des prétendants artistes qui voudraient vivre de leur art au même titre que les rockers ou bien que les chanteurs de variété. Et ça coïncide aussi avec la naissance de l'esthétique de l'émeute, parce que l'émeute revient régulièrement ici et là-bas, et que le rap en est la bande-son puisqu'il en parle, on romance la révolte et la banlieue. Elle se décline en film. Boys in the Hood était sorti en France en 91, il était au Festival de Cannes, et Menace to Society sort en 93 en France. Un film qui glorifie la rue. Toute la culture de gang est stylisée, alors que la culture de gang, à la base, c'est une culture de sales gosses qui reproduisent toute la cruauté de la société blanche contre leurs propres frères dans leur propre quartier.
et ne se battent plus à la loyale, ils font des fusillades à distance, ils vendent de la drogue au leurre, ils mènent une guerre fratricide contre de jeunes noirs sans raison. Et le comédien Eddie Griffin, qui est des générations précédentes, lui, il explique que un jour, il avait été arrêté au volant de sa voiture, il était en infraction et donc il se retrouve à passer la nuit au poste. Et il partage la cellule avec un jeune membre de gang, mais comme c'est pas encore la mode des Bloods et Crips, il ne sait pas ce que c'est un gang. Et quand il voit le comportement de ce jeune habillé d'une seule couleur de pied en cap, qui fait des signes avec ses mains, qui marche d'une manière affectée, qui a un parler maniéré, qui a le pantalon qui glisse, au début il croit qu'il est handicapé. Parce que lui, tout ce qu'il a appris comme comportement d'homme qui se respecte, c'est complètement absent chez ce gosse qui parle bizarrement. Et Eddie Griffin va d'ailleurs lui expliquer que porter le pantalon sans ceinture, historiquement, en prison, c'est une manière d'annoncer qu'on cherche un partenaire. Et donc, c'est ce gosse complètement paumé, le membre de gang, qui va devenir le héros américain de toute cette culture urbaine, qui est la culture blanche à la sauce banlieue ghetto-quartier. Ainsi, dans Menace to Society, l'un des rares personnages féminins est amoureux d'un gangster, alors que, chez nous, le gangster, c'est le dernier des derniers. Et en plus, on peut y ajouter que c'est une fille à peau très claire qui sort avec un garçon à peau noire, donc ça préfigure un peu toute la mentalité qu'on retrouve aujourd'hui à des niveaux un peu délirants, et qui est venue à nous à travers ce genre de film, à travers cette culture urbaine, parce que les jeunes qui ont grandi avec tout ça, aujourd'hui, ce sont des parents. En tout cas, le constat amer qu'on peut faire, c'est que, exactement à cette période, des hommes ont mené des grèves de la faim contre la double peine dans la tradition de résistance algérienne. Une grève de la faim, ce n'est pas rien. Une grève de la faim menée en prison, c'est un truc de guerrier. Et eux, leurs noms sont complètement tombés dans l'oubli. Leur action, elle n'appartient pas à notre mémoire. Et je trouve qu'avec ça, on mesure l'état de dépersonnalisation dans lequel on est, parce que ces grèves-là, elles n'appartiennent pas à notre mémoire collective. Ces morts sont des anonymes, mais par contre on connaît le nom de tous les rappeurs et de leurs choristes au point où la semaine dernière on rendait des hommages appuyés à une fille, Karima, dont le fait de gloire est d'avoir un jour chanté sur un morceau de rap. Ou alors notre héros c'est celui qui brûle un bus, notre martyr c'est un type qui est mort des mains de la police, et cet attrait pour la mort et la destruction, ça rappelle quand même beaucoup la culture blanche. Nous on vient pas de ça. Donc il y a quelque chose qui va de travers et on peut tout à fait s'en rendre compte quand on est au contact des gens du bled qui n'ont pas été conditionnés à ça et à qui ça paraît tout à fait bizarre. Historiquement, chez nous, celui qui résiste à un pouvoir autoritaire et injuste en gardant son honneur, c'est lui qui est reconnu comme héros. Et c'est sûrement ce conditionnement qui nous a fait progressivement glorifier la violence, la destruction, la mort prématurée pour arriver à une situation aujourd'hui où, par exemple à Toulouse, en 2020, on a eu un nombre sidérant de jeunes hommes morts dans des fusillades, avec même dans la dernière, la jeune passagère du véhicule qui a failli y passer. Donc on vit, ça y est, c'est notre réalité Menace to Society. C'est pas très cool. Alors qu'est-ce que tu comptes faire, Kelly? Tu as envie de continuer à traîner dans les rues? Jusqu'à ce qu'on te tue? Pourquoi vous dites ça? Tu dois penser à ta vie. Parce que être un black en Amérique, c'est pas facile. Tout ce que je peux te dire, c'est... faut survivre. Tu dois être bien heureux d'avoir passé ton diplôme, de l'avoir eu et d'être encore vivant à 18 ans. Et tu dois faire quelque chose de ta vie, quelque chose de propre si tu veux pas finir comme lui. Je ne finirai pas comme lui, ça j'en suis sûr.